Je voulais juste peut-être, Gabriel Cluzel, Nathan Devers, vous étiez dans ce studio, vous avez écouté les mots d'Anne Toulouse. C'est vrai qu'on se concentre moins avec nos problèmes franco-français sur l'élection présidentielle américaine. C'est dans 16 jours. Nous, on a un budget demain. On ne sait même pas ce qui va en ressortir de ce budget. En tout cas, ça va être des débats extrêmement animés. Peut-être un mot sur ce qu'a dit Anne Toulouse, le fait que c'est un peu partout pareil dans le monde. J'ai l'impression que le monde est un peu déstabilisé. On a du mal. Avant, c'est vrai qu'on voyait assez clairement qui pouvait l'emporter. Là, tout se délite. On ne sait pas. On ne sait pas qui pourrait l'emporter. Peut-être Nathan Devers, un mot sur ce qu'a dit Anne Toulouse. Oui, alors moi, à titre personnel, je suis vraiment passionné par les élections américaines, beaucoup plus que par l'actualité politique française, parce que je pense qu'elle est beaucoup plus importante. Et qu'en fait, aujourd'hui, d'ailleurs, c'est certain. C'est même pas je pense, c'est évident, en effet. L'avenir du monde dépend de ce que vont penser 10 000 électeurs en Pennsylvanie qui vont faire pivoter l'élection, ou en Géorgie. Il y a une chose qui est, à mon avis, centrale. Je dis ça sans me jeter des fleurs, mais en 2016, j'avais fait un pari la veille de l'élection avec des amis. Oui. J'étais persuadé que Trump gagnerait l'élection. Tout le monde s'était moqué de moi. Et le lendemain matin, j'avais gagné mon pari, ma petite caisse de champagne. C'était du champagne. Mais parce que moi, il y avait une chose qui m'avait marqué, je m'en souviens très très bien. C'était quand Donald Trump, pendant donc la première campagne présidentielle, quand il y avait eu ce fameux enregistrement audio qui était ressorti, où on entendait Donald Trump dire qu'il attrapait les femmes, je vais pas répéter comment, mais tout le monde s'en souvient, c'était d'une vulgarité inouïe. Et quand cet enregistrement était sorti, tous les observateurs de la vie politique américaine disaient Donald Trump, il est cuit, il est mort, c'est fini. Et résultat, il avait eu le lendemain un débat avec Hillary Clinton à la télévision, et il avait fait du spectacle. Alors il avait fait venir plusieurs femmes qui avaient porté plainte ou qui reprochaient à Bill Clinton des actions un petit peu de ce type, et il avait réussi à retourner complètement la situation, sans présenter ses excuses, sans faire un aveu, si vous voulez, qu'il avait eu tort, et il était sorti presque, non seulement pas affaibli, mais même gagnant d'une situation qui aurait tué tué symboliquement, n'importe quel homme politique. Et depuis, j'ai l'impression que c'est ce qui arrive fondamentalement après Donald Trump. Rappelez-vous quand même le nombre de fois où on a dit « c'est fini pour Trump », après le Capitole, après sa défaite aux élections, pendant le Covid, après toutes les fake news qu'il a pu dire, on les compte même plus aujourd'hui, après ses affaires judiciaires, l'affaire Stormy Daniels, le jour où à Stockholm il avait dit qu'il accordait plus de confiance à Poutine qu'à ses propres services secrets, etc., etc. Résultat, Trump arrive toujours à s'en relever. Je pense que ça dit quelque chose de très très profond sur le délitement de la vie démocratique, non seulement aux États-Unis, mais sans doute dans les sociétés occidentales en général. Oui, Gabriel Cluzel. Moi, je trouve qu'on a toujours une analyse un peu paresseuse de Trump. On a toujours la même, et on fait un peu la même chose d'ailleurs avec les populistes en Europe. Donc on dit que Trump est vulgaire, que Trump est outrancier, que Trump est un peu fou. Néanmoins, notons que quand il a été président des États-Unis, non mais je ne dis pas qu'il n'est pas outrancier et que il ne fait pas du Trump, mais cela dit, rappelez-vous, il a été pressenti pour être prix Nobel de la paix parce que finalement c'est le seul président américain qui n'avait pas déclenché de guerre. Donc pour un fou qui a le doigt sur potentiellement sur le bouton tragique, c'est quand même assez exceptionnel. Et je trouve qu'on a une analyse, paresseuse. Alors je suis intéressée moi par le ticket Trump-Vance parce que je pense que c'est un personnage que l'on peut moins caricaturer et qui donne une réelle vision de ce qu'est l'électorat Trump et qui en dit aussi sur ce qui se passe en Europe. Vous voyez ? Parce que passer son temps à dire que finalement Trump est de tous les excès et que pour être du cercle de la raison, il faut voter contre Trump, quel que soit le candidat, je dirais presque. Eh bien, c'est un peu la même chose en Europe avec les populistes, c'est-à-dire qu'on dit si vous voulez être du cercle de la raison, vous les laissez de côté et ils sont outranciers, regardez les propos qu'ils tiennent. Et à mon avis, c'est se tromper. Là, ce qui se passe aux États-Unis, vous avez prodigieusement raison, et intéressant parce que ce sont les mêmes analyses et les mêmes mouvements qui se passent. Vous savez, les rednecks, c'est un peu un beau monde. Donc, et curieusement, on fait la même analyse depuis des années sans se demander si on ne se trompe pas d'analyse et s'il ne faut pas aller plus subtilement chercher quelles sont les raisons de ce vote. Oui, les raisons de ce vote, effectivement. Et c'est vrai que c'est quand même incroyable. C'est-à-dire que Donald Trump, on se souvient quand même, le Capitole qui a été envahi. Et là, il se retrouve là, à un pas de remettre un pied à la Maison-Blanche.
parce que tout peut basculer. C'est incroyable ce que dit Anne Toulouse, on n'a jamais vu ça nulle part. Mais ça dit aussi des choses de notre société à nous, de la France. Regardez l'Europe, ça, enfin, les personnalités qui se retrouvent à diriger des États. On a l'impression que le monde est en train de partir à plus de direction, mais nulle part. J'ai envie de dire nulle part. Est-ce que c'est un sentiment ou est-ce que réellement l'Occident a des questions à se poser, Nathan Devers? Je pense qu'il y a en effet deux questions. Une première question, et je suis tout à fait d'accord avec vous sur ce point, c'est une caricature de décrire Trump comme fou, comme d'abord parce qu'il est probablement pas fou et que pour avoir fait ce qu'il faut faire, ce qu'il a fait, il faut avoir beaucoup d'intelligence stratégique. Mais deuxièmement parce qu'en effet, il y a un débat très très sérieux. Il y a une faille idéologique très profonde aux États-Unis, en France, qui est à peu près la même, avec deux visions de la société qui sont très cohérentes. D'un côté, cette idée plutôt progressiste que ce qui fait une société, c'est un projet d'avenir, c'est la manière dont les démocrates parlent de l'Amérique comme pays des possibles, donc l'Amérique comme vraiment le pays de la futurition, refuser d'avoir, si vous voulez, une seule origine, une seule culture qui va être invoquée, cette idée que l'Amérique, elle existe avant tout par ses grands principes, et de l'autre, une vision où l'Amérique, la grandeur de l'Amérique, c'est une culture, c'est des traditions, c'est une identité telle qu'elle a pu exister par le passé à tel ou tel moment ou qu'on imagine qu'elle a pu exister. Ça, c'est une chose. Mais à mon avis, il y a quand même un deuxième sujet sur la figure de Donald Trump qui n'est pas seulement l'idéologie, qui est une question de méthode, mais souvent les questions de méthode sont plus importantes que les questions de fond. C'est que Donald Trump est quelqu'un quand même qui a rendu impossible la possibilité du débat. C'est quelqu'un qui, quand il était arrivé à la Maison-Blanche, sa conseillère en communication avait eu cette fameuse phrase sur les faits alternatifs. On va inventer des alternative facts. C'est quelqu'un qui estime que, si vous voulez, il peut construire un réel de substitution, un réel différent dans lequel vont vivre ses électeurs. Il y a un très très grand nombre de ses électeurs qui, encore aujourd'hui, sont persuadés que Joe Biden n'a jamais gagné l'élection. Il y a un très grand nombre de ses électeurs qui pensent des choses délirantes sur les vaccins, qui pensent des choses délirantes sur à peu près tous les sujets, le fameux Pizzagate, sur la pédophilie des élites démocrates, etc. Et ça, je pense qu'il y a un sujet. Non mais je pense précisément que c'est plutôt deux réalités qui s'affrontent. Pardon, mais parce que j'ai entendu un discours de Donald Trump, une petite déclaration qui a été relayée par Elon Musk, et il disait mais moi je suis le bon sens, c'est-à-dire je crois qu'il y a des hommes et des femmes. Il posait justement un certain nombre de postulats que peut poser une Giorgia Meloni, que pose tous les populistes en Europe et qui s'opposent au constructivisme, je sais pas comment appeler ça, mais à une reconstruction des réalités qui est propre au wokisme. Voilà. Donc et cette reconstruction des réalités, elle est présente quand même. Vous pouvez pas. Moi, je veux bien qu'on dise que Trump est dans une réalité parallèle, mais pardon, quand on nous explique du côté wokiste que il y a pas que les femmes qui ont leurs règles, et si vous prétendez qu'il y a que les femmes qui ont leurs règles, vous êtes un dangereux fasciste. C'est quand même une drôle de réalité parallèle également. Donc je crois qu'aujourd'hui, il y a une ligne de fracture très très forte qui n'existait pas avant, parce qu'entre républicains et démocrates, il n'y avait pas une ligne de fracture de ce genre-là, mais elle est sur deux conceptions du monde qui s'opposent. Oui, ça c'est évident. Oui, alors là où j'aurais quand même un désaccord, c'est que ce que vous dites, c'est le clivage, à mon avis, idéologique central entre les progressistes et les conservateurs ou réactionnaires ou les woke réactionnaires, enfin appelons ça comme on veut, peu importe, mais c'est ce clivage idéologique. En revanche, il me semble que chez Trump, il y a vraiment une autre dimension. Un de ses premiers engagements politiques importants en son nom, parce qu'avant il soutenait le Parti démocrate, etc., c'est quand il avait dit que Barack Obama n'était pas le président légitime des États-Unis, parce qu'il n'était pas né aux États-Unis, ce qui était absolument faux, que quand il était en tant que musulman, il était né dans un autre pays, etc. Il avait commencé à raconter n'importe quoi sur Barack Obama. Barack Obama s'était d'ailleurs moqué de lui au dîner des représentants de la Maison-Blanche, et c'est là, selon la légende, qu'il avait voulu devenir président. La légende est sans doute vraie sur ce point. Il y a quand même quelque chose chez Donald Trump qui relève d'une telle agressivité. Comment il s'est imposé dans la vie politique des Républicains? Comment il a réussi à phagocyter ce parti? C'est précisément quand il y avait eu les primaires, en décidant d'avoir cette stratégie consistant à insulter ses adversaires sur leur physique, sur leur tenue vestimentaire, sur leur vie privée, sur se moquer du handicap de tel ou tel journaliste qu'il interviewait, dire que les femmes ne pensaient pas. C'est quand même ça, Donald Trump. Donald Trump, c'est quelqu'un qui, le 11 septembre, quand il est interviewé par une chaîne de télé américaine en direct, il dit « Ah bah, à partir d'aujourd'hui, c'est moi qui ai la plus grande tour aux États-Unis ».
C'est sa déclaration. Les tours jumelles étaient en train de s'effondrer. Il y avait 3000 Américains qui étaient en train de mourir. Ouais. Et c'est la réaction de Donald Trump. C'est quand même ça. Et je pense que c'est par exemple, si c'était Mike Pence en face, je serais totalement d'accord avec vous. Mais il me semble qu'il y a avec lui une autre dimension. Non, mais je crois qu'il a une personnalité, je voudrais juste terminer là-dessus, qui séduit justement parce qu'il est dans la provocation de la bien-pensance. Mais bon, simplement, ils sont pas tous élégants en face non plus. Hein. Oui, je crois que c'est Obama qui a demandé s'il fallait pas acheter des couches pour Donald Trump. Enfin, pardon, on n'était pas au sommet de la classe, elle l'a rappelé du reste Madame Toulouse pendant cette campagne. Mais je crois que peut-être qu'il force le trait, il fait du Trump XXL parce que précisément ça plaît, parce que ça permet de faire effondrer tout un monde de bien-pensance et que c'est sans doute ce style-là qui séduit.